Accrochez-vous pour une plongée dans la vision géopolitique de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qui dévoile sans détour l'émergence d'un monde multipolaire. Dans cette intervention choc, il retrace l'idée révolutionnaire d'Evgueni Primakov dans les années 1990, célèbre la montée en puissance des BRICS face au G7, dénonce le néocolonialisme occidental et critique l'hypocrisie de l'ONU face aux sanctions illégitimes. Lavrov expose comment la Russie, la Chine et l'Inde redessinent l'équilibre mondial et rejettent la domination de l'Occident. Prête à découvrir les dessous d'un nouvel ordre mondial? Question. Croyez-vous que les BRICS peuvent vraiment surpasser l'Occident économiquement, comme l'affirme Lavrov? Merci beaucoup Dimitri, cher participant, ou plutôt, comme nous appelons notre jury ici, chers membres du panel. Je me suis habitué à l'idée que le jury est là, assis, et qu'il décide de tout. Chers participants du panel, chers amis, chers collègues, Dimitri a commencé presque par une épigraphe digne de Kamala Harris, lorsqu'il a dit que ce qui se passe aujourd'hui ne se répétera pas demain. C'est à peu près ce qu'elle cherche à exprimer dans ses fameuses déclarations. Mais c'est la vie, bien sûr, c'est la vie. Merci pour les mots chaleureux qui ont été prononcés à mon égard. La question de savoir comment un individu change lorsqu'il occupe des postes de haute responsabilité, à un tournant historique, est extrêmement pertinente. Elle est à la fois personnelle et universelle. Cela faisait longtemps que je n'y avais pas pensé, mais cette discussion ravive des souvenirs de cette époque historique. Bien sûr, les sensations et les émotions de cette période refont surface. Une profonde déception, de l'amertume, puis l'émergence du concept de monde multipolaire, qui a donné vie à de nouveaux espoirs que nous avons vus apparaître au milieu des années 1990. J'ai travaillé à New York à partir de 1994 et en janvier 1996, Evgueni Maximovitch Primakov a été nommé ministre des Affaires étrangères. Il reste pour nous un grand maître, une personnalité éclatante et polyvalente, dotée d'un don exceptionnel de prévision politique et géopolitique, un talent rare dans ce monde et encore plus en politique. C'est lui qui, à l'époque, a formulé une conception révolutionnaire pour son temps, celle d'un monde multipolaire. Cette idée était une réponse aux affirmations de certains politologues bien connus selon lesquels l'histoire avait atteint sa fin et que, désormais, l'ordre libéral occidental allait, sans entrave, envelopper le monde entier, s'infiltrer dans les esprits, les âmes, les cœurs et toute la vie quotidienne des gens. Primakov n'a pas seulement proposé cette conception, il l'a activement promue. Le premier pas concret dans cette direction fut la déclaration sur un monde multipolaire et la formation d'un nouvel ordre international, signé par les dirigeants de la Russie et de la Chine à Moscou en 1997. À ce moment-là, Evgueni Maximovitch était déjà Premier ministre, mais il continuait d'influencer activement la politique étrangère du gouvernement de Boris Eltsine. C'est précisément en 1997 que les fondations juridiques de la multipolarité ont été posées, lui permettant de trouver une place permanente dans le dialogue international. En 2000, lorsque Vladimir Poutine est devenu président, le premier sommet trilatéral Russie-Inde-Chine a eu lieu. Depuis lors, ce trio, connu sous le nom de RIC, s'est établi comme un format très utile pour tous ses participants. On en a peut-être moins parlé que du SCO, Organisation de coopération de Shanghai, du BRICS ou d'autres structures, mais le RIC, sans faire de bruit, sans se cacher non plus, a promu la coopération dans ce cadre avec assurance. Environ 20 réunions des ministres des Affaires étrangères ont eu lieu, ainsi que des dizaines de rencontres à d'autres niveaux ministériels, incluant les ministres de l'économie, des transports, de l'énergie et des affaires humanitaires. La multipolarité a depuis gagné en momentum. Nous pouvons l'affirmer avec certitude. L'analyse sur laquelle repose cette conception, élaborée par Evgueni Primakov, confirme pleinement sa pertinence. De nouveaux centres de pouvoir, de croissance économique et de puissance financière,
accompagnés d'une influence politique croissante, ont émergé en Eurasie, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. En somme, partout. Cette tendance reflète l'aspiration des pays de chaque région à prendre en main la responsabilité de leur propre développement et de celui de leur partie du monde. Je considère cela comme une tendance très saine, d'autant plus qu'elle s'est accélérée dans le contexte des changements apportés aux relations économiques et autres par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Le modèle de mondialisation, promu par tous ses prédécesseurs, s'est révélé inadapté à la philosophie des Trumpistes, jugés trop idéologisés. Ils ont donc cherché à purger leurs actions sur la scène internationale de toute influence idéologique. Ces idéologies pouvaient varier, mais leur essence restait la même. Des approches néolibérales visant à étendre l'influence de l'Occident collectif sur le reste du monde, une tentative de rejouer la fin de l'histoire et de continuer à vivre aux dépens des autres, non plus par des méthodes brutales d'exploitation coloniale, mais par celles du néocolonialisme moderne. Dans ce système, les pays du Sud global et de l'Est global jouent le rôle de fournisseurs, de matières premières, avec quelques exceptions, bien sûr, mais en général. La majeure partie de la valeur ajoutée est produite en Occident, et les exemples de ce phénomène abondent. Ce second réveil de l'Afrique, où le colonialisme a été particulièrement cruel, est précisément lié à la lutte contre ces méthodes néocoloniales, toujours activement utilisées par l'Occident et de plus en plus rejetées par un nombre croissant de pays à travers le monde. En décembre dernier, le groupe des Amis en défense de la Charte des Nations Unies, une structure créée il y a quelques années à l'initiative du Venezuela, et comptant aujourd'hui plus de 20 pays, un nombre qui ne cesse de croître, a fait adopter une résolution consacrée à la nécessité de contrer les pratiques modernes du néocolonialisme. Lors de la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies, la 80e, cet automne, ce sujet sera l'un des plus brûlants et suscitera des débats intenses. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de mouvements ou de documents discutés et adoptés lors de conférences. Les statistiques témoignent des progrès concrets réalisés par le processus de multipolarité. Par exemple, la Chine est aujourd'hui la première économie mondiale en termes de parité, de pouvoir d'achat. La Russie, soit dit en passant, occupe la 4e place. J'espère que nous ne descendrons pas plus bas, compte tenu des débats actuels sur les défis macroéconomiques que nous abordons et des méthodes utilisées pour y répondre. La Russie, comme cela a été annoncé l'année dernière, a dépassé le Japon et l'Allemagne en parité de pouvoir d'achat. Quant au BRICS dans son ensemble, il a surpassé le G7 selon ce même indicateur depuis plusieurs années, et l'écart entre eux continue de se creuser. Mais il ne s'agit pas seulement de chiffres bruts ou d'une croissance économique mécanique. Ces résultats sont obtenus grâce à des transformations structurelles majeures. La majorité des États du monde majoritaire, pardonnez la tautologie, maintiennent, pour la plupart, des relations normales et professionnelles avec l'Occident, même si elles sont parfois tendues. Nous aussi, nous étions prêts à maintenir de telles relations. Ce n'est pas nous qui avons choisi de les rompre ou de les piétiner. Cependant, la plupart des pays du Sud global réduisent leur dépendance vis-à-vis des pays occidentaux et de leur monnaie. Ils développent des mécanismes indépendants de l'Occident pour faciliter les opérations commerciales internationales, établissent de nouvelles chaînes logistiques et de transport et créent une nouvelle architecture pour les interactions dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport. Ce dernier point est particulièrement intéressant. Cette tendance se développe en parallèle avec les initiatives des États-Unis qui cherchent également à créer de nouvelles formes d'organisation pour des compétitions sportives mondiales multilatérales. Nous verrons encore beaucoup de choses.
y compris dans le domaine culturel. L'Eurovision, avec tous ses ornements et vignettes exotiques, donne envie de revenir à des chansons normales, parlant d'intérêts humains authentiques. Le processus est en marche. La multipolarité est aujourd'hui une réalité géopolitique, et même l'Occident le reconnaît. Je rappelle que des représentants de l'administration Biden l'ont admis. Marco Rubio, mon collègue, actuel secrétaire d'État, a déclaré en janvier 2025 que l'ordre mondial unipolaire était un produit anormal de la fin de la guerre froide, une époque où l'on croyait que l'histoire était terminée et que tout serait désormais décidé par l'Occident. Antonio Guterres, malgré ses déclarations parfois controversées et peu réfléchies sur d'autres sujets, reconnaît clairement que la multipolarité est une tendance durable et irréversible. De nombreux représentants de pays européens ont également reconnu à plusieurs reprises le changement d'équilibre des forces sur la scène mondiale, au détriment de l'Occident. Cependant, lorsque les représentants occidentaux parlent de cela, ils ne voient pas dans la multipolarité un bienfait ou la réalisation des principes d'égalité, de fraternité et de liberté. Ils y voient une menace, un défi à leurs intérêts et à leur domination, qui leur a permis, pendant des siècles, d'assurer leur prospérité. Nous ne participons plus à la conférence de Munich sur la sécurité, qui a lieu chaque année, en janvier ou février. Elle est devenue une plateforme purement apologétique de la philosophie et de la pensée occidentale. Mais la dernière réunion de cette conférence, en février, était précisément consacrée à la multipolarité, ou multipolarisation, comme ils l'ont appelé. Le rapport publié à cette occasion montre qu'ils craignent la multipolarité, qu'ils veulent l'arrêter, voire la briser complètement pour empêcher ces tendances de se renforcer. D'où leur agressivité, leur rigidité, allant jusqu'à des ultimatums adressés à des États souverains pour qu'ils ne violent en aucun cas les ordres unilatéraux que l'Occident impose ou tente d'imposer, y compris par des sanctions unilatérales, illégitimes et criminelles, qui sapent les principes mêmes que l'Occident prétendait défendre il y a encore 4 décennies. Ce rapport de la conférence de Munich décrivait la multipolarité comme un défi, presque synonyme de chaos et de confrontation entre grandes puissances, condamnées à une rivalité permanente, créant ainsi des menaces pour la sécurité internationale. Leur logique, leur philosophie est que seul un leadership unipolaire peut garantir la stabilité et des perspectives de développement sûres pour l'humanité. Un leadership, bien sûr, sous leur contrôle. Toute diversité, toute multipolarité est perçue comme une menace avant tout, pour ceux qui voulaient en garantir la fin de l'histoire et préserver un monde unipolaire. Cela ne fonctionnera pas. Ce raisonnement est douteux, car le travail effectué aujourd'hui sur la scène internationale prouve le contraire. Lorsque les pays, y compris les grandes puissances, respectent les intérêts les uns des autres, ils parviennent à s'entendre. Nous avons, bien sûr, de nombreuses questions qui suscitent des débats et nécessitent des concessions mutuelles avec nos grands voisins, comme la Chine, l'Inde, ou encore les pays de la CEI et de l'Union économique eurasiatique. Plus la coopération est étroite, plus les questions émergent, chacun voulant défendre un peu plus ses propres intérêts. Mais en fin de compte, si l'on agit avec respect, sans recourir à des menaces ou à des ultimatums, et encore moins les mettre en pratique, il est toujours possible de trouver un équilibre honnête des intérêts. Cela se produit dans nos relations avec la Chine, l'Inde, nos voisins, les pays du BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai, ainsi qu'avec nos partenaires dans le monde arabe, le monde islamique en général, en Afrique et en Amérique latine. Mais, je le répète, l'essentiel de nos contacts et de notre travail commun
se concentre dans notre entourage immédiat et au sein de structures comme le BRICS, le SCO, la CEI et l'Union économique eurasiatique, pour que le monde se développe. Ainsi, il faut respecter certains principes universellement reconnus. J'ai entendu beaucoup de collègues, au cours de différentes discussions, prédire qu'il faudra démanteler le système de Yalta-Potsdam et créer quelque chose de nouveau. Je mettrai en garde contre de telles approches radicales. La pratique d'application des lois, telle que l'Occident la met en œuvre, est certainement inadéquate. Mais en ce qui concerne les fondations juridiques internationales, qu'y a-t-il à reprocher à la Charte des Nations Unies? Elle stipule que toute l'activité de l'ONU repose sur le principe de l'égalité souveraine des États, qu'il est interdit de s'ingérer dans les affaires des autres, et que les guerres ou les menaces de guerre doivent être éliminées. C'est l'objectif principal de l'Organisation des Nations Unies. Le problème est que ces principes doivent être appliqués de manière non sélective, et non pas comme un menu où l'on choisit ce qui plaît, comme le fait l'Occident. Ils se sont accrochés au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, inscrit dès la première page de la Charte de l'ONU. À travers ce principe, dans une situation où il n'y avait ni guerre ni risque de confrontation militaire, ils ont arraché le Kosovo à la Serbie en disant « C'est une évidence, c'est l'autodétermination des peuples ». Pourtant, aucun référendum n'a eu lieu là-bas. Personne ne s'est autodéterminé, sauf un parlement fantoche, dirigé, comme le gouvernement de cette province serbe, par des criminels de l'armée de libération du Kosovo. Cela s'est passé en 2008. Mais lorsque, en 2014, une révolte politique a éclaté contre les putschistes qui ont pris le pouvoir à Kiev par un coup d'État sanglant, piétinant un accord signé la veille sous la garantie de l'Union européenne, pour organiser des élections anticipées et qu'ils se sont proclamés gouvernement des vainqueurs. Les habitants de Crimée et du Donbass se sont soulevés pour qu'on les laisse en paix. Les putschistes les ont qualifiés de terroristes, ont lancé contre eux l'armée régulière, y compris des avions de combat qui ont bombardé Lugansk, Tant. D'autres choses se sont produites là-bas, y compris des crimes, comme l'incendie de la maison des syndicats à Odessa le 2 mai 2014, où une cinquantaine de personnes ont été brûlées vives. Un crime qui, à la honte de tout l'Occident, n'a jamais été enquêté. Lorsque le Conseil de l'Europe a timidement proposé ses services pour aider à l'enquête, on le lui a permis, mais il a ensuite reçu, semble-t-il, des explications non publiques sur sa place et son rôle. Quel scandale! Je mentionnerai également l'affaire de Boutcha. Il y a un peu plus de 3 ans, 2 jours après le retrait des troupes russes de cette banlieue de Kiev, en signe de bonne volonté avant la signature d'un accord, les autorités locales ont été seules sur place. Puis, soudain, des correspondants de la BBC sont arrivés et ont, de manière miraculeuse, montré des corps soigneusement disposés, non pas dans des sous-sols, mais au milieu de la rue principale de ce village. Cela a déclenché une vague d'indignation. La Russie, barbare, bouchère. Un nouveau paquet de sanctions a suivi. Depuis, nous avons envoyé plusieurs demandes officielles aux structures de l'ONU pour qu'une enquête soit menée. Ils ont créé, sans notre participation, une commission indépendante au Conseil des droits de l'homme pour enquêter sur les violations des droits humains en Ukraine. Nous nous sommes adressés à eux 3 fois officiellement. Silence total. J'ai posé des questions publiques directement à Antonio Guterres lors des réunions du Conseil de sécurité. Ne serait-il pas possible, grâce à vos bons offices, d'obtenir la liste des personnes dont les corps ont été montrés par ces correspondants de la BBC, si opportunément présents? Il esquive, il est gêné, il détourne le regard. J'ai assisté à 2 reprises, ces 2 dernières années, à des sessions de l'Assemblée générale à New York. Lors des conférences de presse qui suivent, où tous les médias mondiaux,
sont représentés. J'ai fait appel à leur flair professionnel, à leurs instincts, à leur fierté professionnelle. Je leur ai dit, est-ce que ça vous est vraiment égal, ce qui s'est passé là-bas? Ou vous a-t-on interdit de toucher? À ce sujet, pas de réponse, naturellement. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps sur mon propos introductif, mais il y a, dans la charte de l'ONU, outre l'intégrité territoriale et le droit des peuples à l'autodétermination, de nombreux autres principes. D'ailleurs, en 1970, lorsque l'Assemblée générale a adopté une longue déclaration sur les principes des relations entre États, conformément à la charte de l'ONU, elle a clarifié les choses. Concernant le principe d'autodétermination et son lien avec l'intégrité territoriale, il y est dit « Tous sont tenus de respecter l'intégrité territoriale des États dont les gouvernements respectent le principe d'autodétermination des peuples et, de ce fait, représentent l'ensemble de la population résidant sur ce territoire. » En d'autres termes, un gouvernement, pour que son intégrité territoriale soit protégée, doit représenter l'ensemble de la population de ce territoire, qui, après le coup d'État, pouvait douter que les racistes et nazis, arrivés au pouvoir à Kiev, représentaient-ils les Russes, les russophones, ou même de nombreux autres groupes ethniques qui ne voulaient pas de ce pouvoir criminel. Mais un autre point, encore plus fondamental, figure dans la charte de l'ONU, avant même le droit des nations à l'autodétermination. Il s'agit de l'obligation de respecter les droits humains, indépendamment de la race, du sexe, de la langue ou de la religion. Avez-vous déjà entendu les pays occidentaux, lorsqu'ils défendent le gouvernement de Zelensky, parler de la nécessité de respecter les droits humains? Pas une seule fois. Pourtant, lorsqu'il s'agit de n'importe quel autre pays, la Russie, la Chine, le Venezuela, l'Iran, ou même la Hongrie et la Slovaquie maintenant, les droits humains figurent toujours en tête de leurs griefs. Mais pour l'Ukraine, rien de tel. Ursula von der Leyen, Charles Michel, l'ancien président du Conseil européen, et la plupart des dirigeants européens affirment qu'il faut continuer à aider l'Ukraine pour qu'elle batte la Russie, ou, plus récemment, pour qu'elle ne perde pas contre la Russie, et maintenant pour obtenir un cessez-le-feu afin de reconstituer les stocks de munitions. Mais tous disent, l'Ukraine mérite notre soutien parce qu'elle défend les valeurs européennes. Des lois qui éradiquent la langue russe dans tous les domaines, et la dernière en date, qui vise à détruire l'Église orthodoxe ukrainienne canonique, violant directement l'article de la charte de l'ONU que j'ai cité. Pourtant, l'Europe, éclairée, considère cela comme une lutte des nationalistes ukrainiens pour les valeurs européennes. La commissaire européenne à l'élargissement, une certaine Madame Kos, je crois, a déclaré que l'Ukraine avait rempli toutes les conditions préalables nécessaires pour entamer les négociations d'adhésion à l'Union européenne. C'est une citation. C'est pourquoi il y a une volonté évidente de mettre fin à la multipolarité et à toute forme de pensée divergente, comme on l'a vu avec la Roumanie, ou comme on tente de le faire avec la Hongrie, la Slovaquie, et tous ceux qui se préoccupent des intérêts nationaux. Cela n'a pas sa place dans l'Union européenne. La multipolarité, c'est autre chose, mais elle se forme et continuera de se former, indépendamment de l'attitude des dirigeants européens. Je voudrais conclure sur une note. Il y a quelque temps, nous avons réfléchi au fait qu'il existe aujourd'hui de nombreux groupements d'intégration, que ce soit en Eurasie, en Afrique ou en Amérique latine. En Afrique, il y a une organisation continentale, l'Union africaine. En Amérique latine et dans les Caraïbes, il y a la CELAC. Mais en Eurasie, il n'existe pas d'organisation continentale, bien que ce soit le plus grand continent, le plus riche, et probablement le plus prometteur à l'horizon historique, prévisible. Quand on parle de sécurité en Eurasie, on pense immédiatement à des structures comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
OSCE, l'OTAN ou encore l'Union européenne. Ces organisations ont tenté de jouer le rôle de courtiers honnêtes pour intégrer leurs voisins de la partie asiatique du continent. Mais l'OSCE et l'OTAN ont été créés sur la base d'une conception euro-atlantique. Lors de la préparation du sommet d'Helsinki en 1975, Ilelia Predpolagalos, l'OSCE serait l'Europe à l'ouest de l'Oural jusqu'à Lisbonne. Mais les Européens ont insisté pour inviter les États-Unis et le Canada. Ce modèle euro-atlantique s'est discrédité, non seulement pour l'OSCE, mais aussi pour l'OTAN, une autre création de cette conception. On peut probablement dire la même chose de l'Union européenne, qui s'est concentrée sur le développement économique, social et infrastructurel de ses États membres, en assurant leur interconnectivité. Mais il y a quelques années, au plus fort de l'opération militaire spéciale, l'UE a laissé éclater sa haine envers la Russie, ressuscitant des idées conquérantes nazies visant à infliger une défaite stratégique à la Russie, comme l'ont fait Napoléon, la guerre de Crimée et surtout la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la vérité s'est imposée aux yeux de tous ceux qui croyaient en ces institutions. L'Union européenne a signé un accord avec l'OTAN, mettant son territoire à disposition pour tout transfert d'armement vers les frontières orientales de la Russie. Elle est ainsi tombée dans l'euro-atlantisme. Ces structures ne peuvent plus prétendre combler le vide d'un forum continental, car l'OSCE est presque détruite, son principe de consensus piétiné. Actuellement, la Finlande, qui préside l'OSCE, prépare la 50e session jubilaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères, mais n'invite pas tout le monde pour ne pas gâcher la fête. L'OTAN, quant à elle, traverse une crise profonde. Nous verrons comment les réformes, comme l'augmentation des dépenses de défense à 5%, affecteront l'OTAN, et comment l'intérêt évident de l'administration Trump pour la région Indo-Pacifique, au détriment de l'Europe, influencera son avenir. Les Français parlent de l'Europe, laissée à ses propres dispositifs. Débrouillez-vous seuls. Dans ce contexte, un mécanisme continental global est nécessaire. Nous avions des relations avec l'Union européenne, des dizaines de mécanismes, le Conseil Russie-OTAN, des programmes de lutte contre le terrorisme, de coopération en Afghanistan, et bien plus. Lors du premier sommet Russie-ASEAN, le président Poutine a proposé de partir de la réalité existante. Il existe l'Union économique eurasiatique, qui a des relations avec l'Organisation de coopération de Shanghai, l'ASEAN, et des projets dans le cadre de l'initiative chinoise « Une ceinture, une route ». Si l'on réunit tous ceux qui planifient le travail dans ces directions et harmonisent leurs plans pour le bien commun, cela pourrait former ce que le président appelle le Grand Partenariat Eurasiatique. Cela inclut également le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, avec qui nous avons des relations étroites, le Conseil de développement de l'Asie du Sud, la Communauté des 5 pays d'Asie centrale et bien d'autres structures. Ce grand partenariat eurasiatique doit être développé sur la base de l'ouverture à tous les pays du continent, sans exception. Un continent qui offre d'énormes avantages compétitifs dont l'Occident cherche aujourd'hui à se priver. Merz, par exemple, a déclaré que les gazoducs Nord Stream tombent sous le coup des sanctions et que leur restauration est interdite. Et pourtant, il se plaint que les Allemands souffrent des guerres tarifaires. Bravo! Mais ce grand partenariat eurasiatique, s'il se construit naturellement, pourrait devenir une base matérielle pour une architecture de sécurité eurasiatique. Nous travaillons actuellement sur ce sujet, principalement avec nos amis biélorusses, qui organiseront cette année leur 3e conférence sur la sécurité eurasiatique. Aujourd'hui ou demain,
le ministre des Affaires étrangères de Biélorussie, mon collègue, sera en visite à Moscou. Avec lui, nous avons diffusé, à titre d'initiative pour discussion, un projet de charte eurasiatique de la multipolarité et de la diversité. Ce processus suscite de l'intérêt. Les conférences de Minsk ont vu la participation de représentants de pays de l'OTAN et de l'Union européenne, comme la Hongrie, la Slovaquie ainsi que la Serbie. Ce processus est ouvert à tous les pays du continent. Enfin, la semaine dernière, notre parti au pouvoir, Russie Unie, en collaboration avec des représentants d'autres partis de la Douma, a organisé à Perm des auditions sociopolitiques sur ce même thème. Des leaders de partis de plusieurs pays asiatiques, dont le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande et la République populaire de Chine, y ont participé, représentant des partis membres de l'Alliance internationale des partis politiques asiatiques. Applaudissements. Question sur l'administration américaine. Permettez-moi de passer à votre question concernant l'administration américaine, qui sera bientôt au pouvoir. Cela fait presque 5 mois qu'ils sont en place. Pendant ce temps, de nombreuses déclarations ont été faites, des nominations ont eu lieu, certaines suivies de révisions ou de démissions. Comment voyez-vous les relations de la Russie avec la nouvelle administration Trump? Où en sommes-nous? Et où cela nous mène-t-il? Je pense que nous sommes dans une position plus saine et plus normale qu'avec l'administration Biden. Après un sommet prometteur entre Poutine et Biden en juin 2021 à Genève, l'administration Biden a malheureusement fait volte-face, pas à 360 degrés comme Anna-Lena Baerbock l'a conseillé, mais à 180 degrés, et a coupé tous les canaux de communication. Ce fut une bonne rencontre à Genève. Je ne révèle aucun secret en disant qu'au début, dans un format restreint, Joe Biden, sans consulter de notes, a déclaré que les États-Unis et la Russie sont deux grandes puissances, chacune avec son histoire. Il a dit qu'il fallait respecter l'histoire de l'autre et de tout autre pays. Il a expliqué que les États-Unis se sont formés comme un creuset où les migrants s'intégraient, émergeant avec, comme il l'a dit, les droits humains inscrits sur le front, tous devenant américains. Votre empire, a-t-il poursuivi, s'est développé différemment, en annexant des territoires où vivaient depuis des siècles des peuples sédentaires. Vous ne les avez pas plongés dans un creuset. Vous avez respecté leurs traditions, leur histoire, leur culture et leur religion. Il a noté que l'Empire russe accordait différents statuts à ses composantes pour préserver cette diversité. Biden a ajouté, en s'adressant au président Poutine, « Vous êtes une entité étatique et civilisationnelle différente à bien des égards. Nous ne voulons pas que quiconque compromette cette unité. Vous avez beaucoup fait depuis votre arrivée au pouvoir en 2000, et votre pays s'est renforcé. Nous pensons que c'est bénéfique, car, surtout avec l'arme nucléaire, nous sommes rassurés de savoir que vous la contrôlez. » Je paraphrase presque textuellement. Pourtant, récemment, le président brésilien Lula a rapporté que Biden, encore en poste à la Maison-Blanche, lui avait dit qu'il fallait détruire la Russie. Ce sont deux visages différents. À l'époque, sa principale préoccupation était que la Russie conserve sa capacité à contrôler sa puissance militaire. Plus tard, il s'agissait apparemment de détruire la Russie, si l'on en croit Lula. Ensuite, les relations se sont rompues. Bill Burns, directeur de la CIA, est venu essayer de nous dissuader de ce qu'il pensait être une décision irrévocable d'attaquer l'Ukraine. Nous avons répondu que notre préoccupation n'était pas d'attaquer qui que ce soit, mais de protéger nos intérêts légitimes de sécurité. À ce moment-là, nous avons présenté des projets d'accord, un entre la Russie et l'OTAN, un autre entre la Russie et les États-Unis.
où nos intérêts de sécurité étaient clairement définis, sans porter atteinte à la sécurité de nos voisins. Quelques rencontres ont eu lieu sur ces documents en janvier avec le secrétaire d'État de l'époque à Genève. Mais nos propositions ont été essentiellement ignorées. Les objectifs que nous poursuivons aujourd'hui dans le cadre de l'opération militaire spéciale ont été qualifiés d'inacceptables. Oubliez même l'idée que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, nous a-t-on dit. Le maximum que le secrétaire d'État Blinken a proposé était un accord sur le déploiement de missiles terrestres de moyenne et courte portée, une catégorie interdite par le traité INF, dont les États-Unis se sont retirés sans répondre à notre appel à établir des moratoires parallèles. Blinken a suggéré « Mettons-nous d'accord pour limiter le nombre de ces missiles déployés en Ukraine et près de la frontière ukrainienne de votre côté. » Une semaine plus tard, à Davos ou à Munich, Zelensky criait hystériquement que personne n'empêcherait l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, sous les applaudissements. Une semaine après, les violations flagrantes des accords de Minsk et les bombardements du Donbass ont augmenté de 10 à 15 fois. Un plan B était prêt. Non pas appliquer les accords de Minsk, mais prendre par la force les petites parties des républiques de Donetsk et Lugansk, non contrôlées par Kiev. Nous n'avions plus d'autre choix. Pour conclure sur ce point, je dirais que l'actuelle administration se caractérise par une approche que nous ne devons pas idéaliser. Lors de notre rencontre avec Marco Rubio à Riyad fin février, les Américains qui avaient initié la discussion ont commencé ainsi. Rubio a déclaré « La politique étrangère du président Trump repose fermement sur les intérêts nationaux, comme nous en avons parlé aujourd'hui. Nous reconnaissons que d'autres pays, surtout des grandes puissances comme la Russie, ont aussi des intérêts nationaux. Pour éviter les surprises et les malentendus, nous partons du principe que, dans la plupart des cas, les intérêts des grandes puissances ne coïncideront pas. Mais lorsque ces intérêts convergent, ce serait une erreur colossale de ne pas en tirer parti pour des projets mutuellement bénéfiques dans des domaines comme l'économie, l'énergie, les transports, l'espace ou l'Arctique. Et dans les cas où les intérêts divergent, les grandes puissances ont le devoir d'éviter que cela ne dégénère en confrontation, surtout armée. Je soutiens pleinement cette approche. Le président Poutine a toujours agi selon ce principe, en formulant sa politique étrangère. Nous sommes prêts à discuter honnêtement avec tout le monde, sans renier nos intérêts nationaux légitimes et sans l'exiger de nos partenaires. Un accord est toujours possible. L'équilibre des intérêts et les compromis, des mots souvent répétés par le président Poutine, sont au cœur de notre approche. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Nous ignorons comment la situation évoluera au sein de l'administration Trump. Les relations établies entre les présidents lors du premier mandat de Trump sont pragmatiques, sans préambule inutile. Ils abordent directement l'essentiel lors de leurs contacts réguliers, souvent par téléphone. C'est ainsi qu'il faut travailler, en exposant clairement sa position pour éviter illusions et espoirs déçus. Sergueï Lavrov ouvre cette conférence avec une énergie captivante, posant les jalons d'un monde multipolaire qui défie l'arrogance occidentale. Dès les premières minutes, il nous transporte dans les années 1990, où, à New York, il assiste à l'émergence d'une idée révolutionnaire portée par Evgeny Primakov, ce géant de la géopolitique russe. Primakov, avec une clairvoyance rare, rejette l'illusion de la « fin de l'histoire » prônée par l'Occident et dessine les contours d'un monde où plusieurs puissances coexistent, loin de la domination unipolaire. Lavrov, avec une pointe d'ironie savoureuse, moque les prétentions libérales occidentales, ses promesses d'un ordre mondial qui n'a fait qu'exploiter les nations du Sud global sous un néocolonialisme déguisé. Il célèbre la résistance africaine et latino-américaine, ces peuples qui se lèvent contre l'hégémonie de l'Occident, et met en lumière la Russie comme fer de lance de cette lutte. Les alliances comme le trio Russie-Inde-Chine, RIC, ou les BRIC,
forgé dès 1997 avec la déclaration russo-chinoise, incarne cette vision d'un monde équilibré, où le respect mutuel prime sur les ultimatums. Lavrov n'oublie pas de saluer l'impact de Donald Trump, dont l'élection a brisé le dogme de la mondialisation néolibérale, ouvrant la voie à une remise en question des vieilles recettes occidentales. Avec un mélange d'anecdotes personnelles et d'analyses percutantes, il nous rappelle que la multipolarité n'est pas un rêve, mais une réalité en marche, portée par des nations déterminées à écrire leur propre destin. Son discours est un appel vibrant à rejoindre ce mouvement, une ode à la justice géopolitique face à un Occident en perte de vitesse.